Je pense qu'il est devenu à la mode de me détester. Je comprends. Je n'étais pas cool. Ces mots, prononcés par Phil Collins avec son humour autodérisoire caractéristique, résument une carrière aussi brillante que paradoxale. Voici un homme qui a vendu plus de 100 millions de disques, rempli des stades à travers le monde, et marqué l'histoire comme l'un des batteurs et chanteurs les plus emblématiques des années 80. Avec Genesis, il a redéfini le rock progressif. En solo, il a conquis les charts avec des tubes intemporels comme In the Air Tonight et Another Day in Paradise. Pourtant, malgré ses triomphes, Phil Collins est devenu une cible facile, moqué par les critiques, rejeté par les nouvelles générations, et même rabaissé par les héros qu'il vénérait. Derrière son sourire poli et ses blagues légères, il portait les cicatrices de ses affronts, des blessures qu'il a révélées dans ses mémoires de 2016, Not Dead Yet, avec une honnêteté désarmante. Ses rivalités avec Paul McCartney, Kurt Cobain, Led Zeppelin, Pink Floyd et Oasis ne sont pas seulement des anecdotes croustillantes, elles racontent une histoire plus profonde sur l'ego, le respect et les fractures générationnelles dans l'histoire du rock. Plongeons dans ce récit, des rêves d'adolescent de Collins aux nuits humiliantes qui ont marqué sa légende. Préparez-vous à découvrir un Phil Collins que vous ne connaissez peut-être pas, un artiste blessé, mais résilient, dont la musique continue de résonner malgré tout. Paul McCartney, de l'adoration à la désillusion. Pour un jeune Phil Collins grandissant dans les années 60 à Londres, les Beatles étaient plus que des musiciens, ils étaient des divinités. À 13 ans, en 1964, il décroche un rôle de figurant dans A Hard Day's Night, le film culte des Fab Four. On le voit dans la foule, un adolescent aux yeux brillants, hurlant d'excitation lors de la scène du concert. Ce moment, gravé dans sa mémoire, est une étincelle. Les Beatles deviennent son étoile polaire, un rêve qu'il poursuivra à travers sa carrière. En tant que batteur de Genesis, puis superstar solo dans les années 80, Collins garde cette admiration intacte, rêvant d'un jour croiser ses héros comme un égal. L'occasion arrive en 2002, lors des célébrations du Jubilé d'or de la reine Elisabeth II à Londres. Collins, alors au sommet de sa gloire, est invité à l'événement aux côtés des plus grandes stars britanniques. Dans les coulisses, il croise Paul McCartney, l'homme qui a coécrit Yesterday et Let It Be, des chansons qui ont façonné son amour de la musique. Avec une timidité presque juvénile, Collins s'approche, tenant une première édition de la biographie des Beatles par Hunter Davis, espérant une signature. Ce n'est pas une quête de collectionneur, mais un geste de respect, une façon de dire « Vous avez changé ma vie ». Mais la réponse de McCartney est un coup de poignard. Se tournant vers sa femme d'alors, Heather Mills, il lance avec un sourire moqueur « Oh, Heather, notre petit Phil est un grand fan des Beatles ». Une plaisanterie, peut-être, mais pour Collins, c'est une gifle. Dans Not Dead Yet, il décrit ce moment avec une douleur brute. « J'ai pensé, espèce d'enfoiré, espèce d'enfoiré ». La remarque de McCartney, teintée de condescendance, le réduit à un simple fan, un admirateur insignifiant face à la grandeur d'un Beatle. Il a cette façon de te faire sentir que c'est dur pour toi d'être en ma présence, parce que je suis un Beatle, écrira Collins. Ce n'est pas seulement la blague qui fait mal, c'est la perte d'une illusion. McCartney, son héros, le traite comme un inférieur, un musicien de seconde zone malgré ses millions de disques vendus. Quand Collins partage cette histoire dans ses mémoires, McCartney répond par une lettre froide. Pas d'excuses, juste un « passons à autre chose ». Je n'ai pas reçu de fleurs, plaisantera Collins avec amertume. Ce qui rend cette rupture si tragique, c'est le contraste avec d'autres rencontres. Collins avait croisé George Harrison des années plus tôt, plaisantant sur un crédit oublié pour une session sur All Things Must Pass. L'échange s'était conclu par un rire chaleureux, une camaraderie sincère. Avec McCartney, il n'y a ni chaleur ni réconciliation, ou juste une blessure qui ne cicatrise pas. C'était l'un de mes héros, confesse Collins, et j'aurais préféré ne jamais le rencontrer. Cette désillusion, c'est plus qu'une anecdote, c'est le symbole d'un fossé entre deux générations de musiciens, où l'admiration ne suffit pas à gagner le respect. Kurt Cobain, quand le grunge a fait de Collins l'ennemi. Au tournant des années 90, le monde de la musique bascule. Les excès des années 80, synthétiseurs brillants, clip MTV Tapax s'engrave l'œil, production léchée ou laisse place à une révolte brute, le grunge. Depuis Seattle, Nirvana et Kurt Cobain deviennent les porte-étendards d'une génération désillusionnée, avide d'authenticité. À cette époque, Phil Collins est une institution. Avec Genesis, il a transformé le rock progressif en machine à tube pop avec des albums comme Invisible Touch. En solo, il domine les charts avec No Jacket Rocky Red,
qui s'écoule à 12 millions d'exemplaires, porté par des hits comme Sussudio et One More Night. Il gagne des Grammy, un Oscar pour Tarzan, et son visage est partout sur MTV, dans les tabloïds, même dans Miami Vice. Mais pour Cobain, Collins incarne tout ce que le grunge veut détruire, une musique lisse, commerciale, déconnectée de la rage et du désespoir. En 1992, alors que Nevermind fait de Nirvana un phénomène mondial, Cobain donne une interview explosive à Melody Maker. Ses mots sont une attaque frontale. Tu sais ce que je déteste dans le rock? Je déteste Phil Collins, tout ce white male saoul. Je déteste aussi les t-shirts d'Eddie. Je n'en porterai un que s'il est teint avec l'urine de Phil Collins et le sang de Jerry Garcia. La phrase est brutale, graphique, inoubliable. En une seule tirade, Cobain fait de Collins un symbole ou l'emblème d'un rock aseptisé, d'un establishment que le grunge veut brûler. Pour Cobain, Collins représente la superficialité, la musique de « papa » calibrée pour les radios FM, loin de la douleur brute de « Where did you sleep last night ?» Collins ne répond jamais directement. Pas de contre-attaque publique, pas de guerre ouverte. Mais dans Not Dead Yet, il admet que l'insulte l'a marqué. « Ça fait mal, mais je comprends », écrit-il. En 1993, il sort Both Sides, un album introspectif, enregistré presque seul, avec une production dépouillée. Certains y voient une réponse implicite au grunge, une tentative de prouver qu'il peut être brut et authentique. Mais le timing est cruel. Le public, fasciné par Nirvana et Pearl Jam, perçoit l'album comme l'effort d'une star vieillissante pour rester pertinente. La tragédie s'intensifie avec le suicide de Cobain en avril 1994, à 27 ans, un an après Both Sides. La querelle s'éteint dans le silence, sans résolution possible. Des années plus tard, Collins rendra hommage à l'impact de Nirvana, reconnaissant leur rôle dans le renouveau du rock. Mais il ne cache pas la douleur, il est devenu à la mode de me détester. Je n'étais pas cool. Cette rivalité n'était pas personnelle, elle était générationnelle. Cobain voyait en Collins l'incarnation d'un système qu'il voulait renverser. Collins, lui, voyait dans ses critiques un rejet de son humanité, de sa sincérité. L'ironie? Les deux hommes partageaient une même quête, écrire des chansons qui touchent l'âme. Mais là où Cobain hurlait sa douleur, Collins la chantait doucement, et cette différence les a placés dans des camps opposés. Led Zeppelin, un concert de rêve devenu cauchemar. Juillet 1985. Le Live Aid, organisé par Bob Geldof, est l'événement musical du siècle, réunissant les plus grandes stars pour lutter contre la famine en Éthiopie. Phil Collins, au sommet de sa carrière, réalise un exploit insensé. Il joue à Wembley à Londres avec Sting et Eric Clapton, puis traverse l'Atlantique en Concorde pour rejoindre Philadelphie et accompagner Led Zeppelin. Ce devait être un triomphe, un moment où deux générations de rock se rencontreraient sur la scène la plus prestigieuse du monde. Mais pour Collins, ce sera une humiliation publique, un cauchemar qu'il n'oubliera jamais. Led Zeppelin, orphelin de son batteur légendaire John Bonham, mort en 1980, accepte de se réunir pour une performance unique. Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones choisissent deux batteurs pour remplacer Bonham, Tony Thompson de Chic et Phil Collins. Ce dernier, fan absolu de Bonham, est honoré mais mal préparé. Il n'a pas la setlist complète, pas de répétition sérieuse, juste une écoute de Stairway to Heaven dans le Concorde. À Philadelphie, l'ambiance est tendue. Robert Plant le prévient, Jimmy est belliqueux. Collins le découvre vite. Quand il tente de revoir l'intro de Stairway, Page le coupe sèchement, ce n'est pas comme ça. Avec à peine 2 heures de répétition, la chimie est inexistante. Sur scène, devant 100 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs, le désastre se déroule. Les 3 chansons Rock'n'Roll, ou Lotta Love, et Stairway to Heaven sont décousues, mal synchronisées. Collins, derrière sa batterie, se sent comme un imposteur. Si j'avais pu quitter la scène pendant Stairway, je l'aurais fait, avoue-t-il dans ses mémoires. J'ai mimé, j'ai fait semblant pour tenir le coup. Jimmy Page rejette la faute sur lui dans la presse, le batteur n'arrivait pas à lancer Rock'n'Roll. Robert Plant, dans une interview post-concert, glisse une pique passive-agressive. Nous 3, nous savions ce que nous faisions. Tout le monde a fait de son mieux. John Paul Jones, lui, se contente d'un regard glacial. Collins est furieux. Peut-être que je ne connaissais pas le matériel aussi bien que Jimmy le voulait, mais je n'étais pas le seul problème, écrit-il. Jimmy bave, Robert rate ses notes, et moi, j'essaie juste de survivre. Led Zeppelin refuse d'inclure la performance dans le DVD officiel du Live Aid,
comme pour effacer cette nuit de l'histoire. Mais Internet, impitoyable, conserve les images, un rappel éternel de ce fiasco. Pour Collins, admirateur de Bonham, être humilié par ses camarades est une trahison. On ne peut pas remplacer Bonzo avec 2 batteurs et espérer que ça marche, conclut-il amèrement. Ce qui devait être une collaboration historique devient l'un des chapitres les plus sombres de sa carrière. Pink Floyd, quand le respect devient mépris. Phil Collins n'a jamais été un grand fan de Pink Floyd. Je les ai vus au Marquee avec Arnold Layne, mais ça ne m'a rien fait, confie-t-il dans une interview de 2014. Contrairement à Genesis, souvent rangé dans le même sac du rock progressif, Collins préférait l'énergie de Yes ou la musicalité de Jethro Tull. On nous mettait dans la même boîte que Floyd, mais je n'ai jamais senti qu'on y appartenait, dira-t-il, avec son autodérision habituelle. Cette distance aurait pu rester anodine, une simple question de goût. Mais Roger Waters, le cerveau de Pink Floyd, en a fait une affaire personnelle. En 1992, dans Musician Magazine, Waters lance une attaque cinglante: « J'ai l'impression de toujours finir par attaquer le pauvre Phil Collins. Il est symptomatique de ce qui ne va pas dans l'industrie musicale. Il fait semblant d'être un auteur-compositeur ou un rocker. C'est un rôle, c'est pourquoi c'est insatisfaisant. » Les mots sont durs, presque philosophiques. Pour Waters, dont les albums comme The Wall explorent la guerre, la folie et la décadence, la musique de Collins, des chansons sur le divorce, In the Air Tonight, le regret, Against All Odds, est trop légère, trop commerciale. Collins, de son côté, trouve Pink Floyd trop lourd, trop sérieux, souvent ennuyeux. L'ironie est saisissante. 2 géants du rock, vendant des millions d'albums, se rejettent mutuellement, au l'un comme prétentieux, l'autre comme superficiel. Collins n'oublie pas l'insulte. Des années plus tard, il lance avec humour: « Waters est un peu grognon, mais Gilmour Moore est un gars adorable. » Il clarifie aussi sa position: « J'ai peut-être dit que leur musique était ennuyeuse à une époque où j'étais dans quelque chose de plus actif. Je ne les trouve pas particulièrement ennuyeux maintenant, mais je ne m'assieds jamais pour les écouter. » Pour les fans de Pink Floyd, sa remarque initiale est une hérésie. La rivalité reflète une fracture plus large. Quand Collins prend la tête de Genesis après le départ de Peter Gabriel, il oriente le groupe vers la pop, trahissant pour certains l'esprit du prog rock. Waters, puriste, y voit une capitulation. Collins, lui, défend son évolution: « Nous voulions parler de choses réelles, pas d'histoires fantastiques. » Cette guerre froide, faite de mépris et d'incompréhension, ne trouve jamais de résolution. Oasis, la querelle de l'Antéchrist. Au milieu des années 90, Oasis explose sur la scène britannique avec Definitely Maybe et What Is the Story, Morning Glory, devenant les porte-drapeaux du Britpop. Noel Gallagher, leur leader provocateur, ne veut pas seulement dominer les charts, il veut renverser l'ordre établi. Et Phil Collins devient l'une de ses cibles favorites. Dès 1994, Noel déclare dans la presse qu'Oasis est l'antidote à la junk food music de Collins et Sting. Dans le documentaire Supersonic, 2016, il enfonce le clou: « On va se débarrasser de Phil Collins et de Sting, de la musique McDonald's. Je veux la tête de Phil Collins dans mon frigo d'ici la fin de la décennie. » La métaphore est théâtrale, brutale, typique de Noël. Pour Gallagher, Collins représente tout ce qu'Oasis rejette: une pop polie, formatée pour les radios, jouée par un homme d'âge mûr qui ne dégage pas la rébellion des années 60. L'ironie est cruelle: Oasis s'inspire des Beatles, tout comme Collins, mais là où ce dernier cherche leur respect, Noel utilise cette influence comme une arme. Les attaques continuent. En 2005, avant les élections britanniques, Noel déclare au Guardian: « Je voterai travailliste, parce que si les conservateurs gagnent, Phil Collins menace de revenir vivre ici. Et soyons honnêtes, aucun de nous ne veut ça. » La pique, mêlant musique et politique, fait de Collins une caricature culturelle. Collins, fidèle à son tempérament, évite longtemps de répondre. Mais en 2016, il craque. Dans une interview, il qualifie les frères Gallagher de « types horribles ». Ils sont grossiers et pas aussi talentueux qu'ils le pensent. Noel s'en prend sans cesse à moi, ce que je trouve étrange. Il admet pourtant aimer certaines de leurs chansons, comme Wonderwall, influencées par les Beatles. L'épisode le plus absurde se déroule à Mustique, dans un bar où Collins, en vacances, est invité à jouer. Noel Gallagher est là, avec sa femme, Johnny Depp, Kate Moss et un député travailliste. Collins, dans un geste de paix, invite Noel à jamais. Ce dernier refuse. Sa femme lance une pique sur la récente tentative de Collins à la guitare. Gêné, Collins se retire,
tandis que Noel et son entourage quittent le bar dès qu'il commence à jouer. Kate Moss, seule, viendra s'excuser. L'amertume persiste. Noel plaisantera plus tard que les enfants de Collins ont un jour confronté son frère Liam, le prenant pour lui, « Pourquoi tu t'en prends toujours à notre père ?» Pour Noel, c'est une anecdote hilarante. Pour Collins, c'est une blessure de plus. En 2016, Noel adoucit légèrement son discours, qualifiant sa remarque sur elle Antéchrist d'exagérée, mais il ne résiste pas à une nouvelle pique, « J'aime In the Air Tonight, mais Another Day in Paradise, c'est de la merde. » Collins, lassé, rejette les attaques politiques, « Je me fiche qu'il aime ma musique ou pas. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils disent que je suis un connard à cause de ma politique, basée sur une citation mal comprise. » Cette querelle, à la fois comique et cruelle, incarne une fracture générationnelle. Oasis voulait brûler l'ancien monde, et Collins en était le symbole. Un héritage forgé dans l'admiration et le rejet. Phil Collins a bâti une carrière que peu d'artistes peuvent égaler, des albums multiplatinés, des tournées mondiales, une influence qui traverse les décennies. Mais derrière les ovations, il a porté le poids de rivalités qui l'ont marqué profondément. Paul McCartney a brisé son admiration d'adolescent avec une plaisanterie condescendante. Kurt Cobain l'a transformé en symbole d'un rock commercial à abattre. Led Zeppelin l'a humilié sur la scène du Live Aid, transformant un rêve en cauchemar. Roger Waters l'a méprisé comme une caricature de l'industrie. Et Noel Gallagher l'a surnommé Antéchrist, une insulte à la fois absurde et cinglante. Ce qui rend l'histoire de Collins si fascinante, c'est sa résilience. Malgré les critiques, il n'a jamais cessé de créer. In the Air Tonight reste un hymne, son riff de batterie légendaire résonnant encore dans les stades et les publicités. Ses chansons, qu'on les aime ou non, ont touché des millions de vies, parlant de douleur, d'amour et de perte avec une sincérité que même ses détracteurs ne peuvent nier. Dans Not Dead Yet, il conclut avec une sagesse amère, « Je ne suis peut-être pas cool, mais j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. » Alors, qu'en pensez-vous ? Phil Collins avait-il raison de répondre à ces critiques, ou aurait-il dû ignorer les piques ? Les attaques de Cobain, Waters ou Gallagher étaient-elles justifiées, ou simplement le reflet d'un choc générationnel ? Et surtout, quelle est votre chanson préférée de Collins, celle qui vous transporte, vous émeut ou vous fait danser ? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si cette plongée dans les batailles cachées du rock vous a captivé, likez, partagez, et abonnez-vous pour d'autres histoires sur les légendes de la musique. Phil Collins n'est peut-être pas cool, mais son héritage, lui, est indéniable.